Bienvenue sur le podcast Bro Working. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Salut Kevin, comment vas-tu ? Salut François, ça va super. Je me remets d'un week-end chargé, je sais pas pourquoi. Et toi, du coup, ça va ? Eh ben écoute, pareil, je me remets d'un week-end chargé, je sais pas pourquoi non plus. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Avec Kevin, on parle bien évidemment du coup de mon enterrement de vie de garçon qu'il m'a gentiment organisé avec des amis. Et puis bah évidemment, on s'est régalé. Et puis évidemment, c'était pas du tout sportif et pas du tout... Si, cher sportif, on peut dire, un petit peu. Un petit peu, ouais. On a fait de la cavalerie. Et du coup, de la cavalerie, ouais. Ouais. On raconte un petit peu rapidement ce qu'on a fait ou... Ouais, tu peux résumer un petit peu ce qui t'a marqué pendant ce week-end en Pologne. Vas-y. Non, bah, du coup, alors non seulement ils ont fait un raid commando chez moi pour venir me chercher en plein milieu de la nuit, donc bien évidemment, ça a été la grosse frayeur, ils ont déclenché mon alarme, enfin bon, voilà, ils ont fait les choses bien, ils m'ont surpris, je m'y attendais pas du tout, et du coup, ils m'ont emmené en Pologne, du coup, à Cracovie, on a fait un joli voyage d'un week-end à Cracovie, on a visité très rapidement, on a surtout bien rigolé, on a surtout bien profité, et puis on a visité quand même, du coup on a fait du tir, c'était super, moi j'adore le tir, et donc c'était la deuxième fois que t'en faisais, non ? C'était la deuxième fois, ouais, j'en avais fait à Prague la fois précédente, mais là vous m'avez fait tirer avec des armes que j'avais pas encore essayé, donc c'était une très bonne expérience. Et puis on est monté sur un tank, on a juste fait une balade en tank, je savais pas que ça existait. Je savais pas que ça existait sur Terre, que je pouvais avoir la possibilité de faire une balade en tank, et c'est génial du coup. Non, j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé, c'était une super expérience du coup. Et toi t'as apprécié aussi, je crois que t'as passé un bon week-end. Bah oui, là on a passé un super week-end, autant on a passé quelques semaines et quelques mois à le préparer, et donc c'était d'autant plus gratifiant que de savourer et de te voir surtout kiffer, te voir profiter. C'était super chouette. Non, c'est top. Je vous remercie encore. Et puis du coup, ça nous a inspiré un petit peu. Alors, on a trouvé des sujets. Du coup, ça nous a donné des idées de sujets pour le podcast, je crois. Ouais, c'est ça. On voulait surtout parler aujourd'hui de valeurs perçues, je crois, où justement on verrait ensemble si un business avait plus de valeur qu'un autre. Bon, je te laisse me dire ce que tu penses de ça. Non, mais c'est ça. Hein. On a un pote en fait qui... évidemment, dans le week-end, il y a eu quelques discussions sérieuses avec quelques débats, mais c'était vraiment, je crois, par tranche de 10 minutes. Il y a dû y avoir 3 fois, quoi. Mais le peu de fois où on a débattu sérieusement, effectivement, on a un pote qui a ouvert le débat sur la valeur du travail, et que effectivement tous les business n'ont pas la même valeur, et il critiquait en fait le vrai débat en fait, c'est est-ce que le business de dropshipping est un vrai business par exemple, ou voire même est-ce que les formateurs qui t'aident à monter un business de dropshipping sont vraiment des business qui apportent de la valeur. Et du coup on a débattu un petit peu de ça. Donc pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, le dropshipping, c'est de monter une boutique, un site internet pour vendre des produits, et ces produits, vous les achetez en Chine. Et si je ne dis pas de bêtises, vous trouvez également une entreprise qui va les chercher en Chine, qui les livre directement au domicile de vos clients. Donc en fait, vous servez juste d'intermédiaire, quoi. Donc l'objectif, c'est de monter sa boutique sur internet et de trouver un fournisseur avec des produits qui vous intéressent, et d'aller chercher ce fournisseur, d'aller chercher quelqu'un qui va aller chercher le produit chez le fournisseur et le livrer chez vos clients. Donc en fait, vous faites surtout la partie marketing, publicité. Et toi, du coup, au début de ton lancement dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu avais pensé à cette opportunité-là, de te lancer dans ce business ? Non, pas trop, effectivement. C'est pas trop un truc qui m'a tenté. Toi, c'est un truc qui t'a tenté à un moment Parce que ça n'a pas trop de valeur pour toi ?
Du coup, effectivement, le débat, c'est est-ce que ça a de la valeur de faire ça? Bah, c'est vrai que, après, là où je le rejoins, c'est que entre un médecin qui soigne des gens, qui sauve des vies, et, je sais pas, un dealer de drogue, effectivement, bah, tous les business ne se ressemblent pas, et toutes les entreprises ne se ressemblent pas, et tous les métiers ne se ressemblent pas en termes de valeur. Donc, entre les deux, t'as un mélange, on sait pas trop qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui en a pas. Mais moi, je trouve ça toujours dur, en fait, de mettre de la morale, parce que tu te bases sur quoi, en fait? Tu te bases sur quoi pour dire que quelque chose a de la valeur ou pas de la valeur, tu vois? Typiquement, là, le dropshipping, tu vas quand même créer une marque, tu vas créer une boutique, tu vas créer du marketing. Certes, tu vas pas créer et produire les produits, tu vas pas les créer toi-même, tu vas pas les livrer toi-même, enfin, mais tu vas quand même apporter de la valeur marketing, tu vois. Le mec qui est en Chine et qui a son usine, il est content que toi tu vendes les produits pour lui, parce que lui il sait pas faire, il sait pas parler aux Occidentaux, aux Européens, aux Français, il sait pas monter une boutique qui va, tu vois, et un compte Instagram qui va matcher avec la demande française, donc lui il est content qu'il y ait des dropshippers. Donc toi t'en penses quoi? Tu penses que ça a de la valeur ou pas, du coup? Bah justement, comme tu disais, c'est difficile de hiérarchiser en fait les business et la valeur de chaque business parce que, comme tu dis, un dealer de drogue, bon, il apporte une valeur qui est très dont on peut discuter. Euh, En ce moment, je regarde Narcos. Et en fait, je fais un petit parallèle parce que bon, c'est intéressant. On voit que tous les pays développés, en fait, ce sont les gros consommateurs de drogue des pays sous-développés, qui sont les plus gros producteurs, notamment de cocaïne, de par leur climat qui est favorable. Et, c'était une petite digression là. Mais bon, voilà quoi. Donc sur le marché de la drogue, on observe des différences sur les populations. Après, moi, ce que je pense, effectivement, oui, un médecin, oui, il va apporter plus de valeur. Après, le travail, c'est, il a travaillé très dur. Il a fait des études, des longues études pour ensuite tenir ce poste et ensuite donc distribuer la plus grande valeur. Maintenant, bon, un mec qui fait du dropshipping, si sa boîte marche bien, bon bah voilà, sa marque va grossir et puis derrière il pourra peut-être employer du personnel dans son pays et là à ce moment-là, bah, il donnera la possibilité à certains citoyens de nourrir leur famille. Donc en fait c'est la hiérarchisation qui est compliquée. C'est comme hiérarchiser les sociétés. Bon, c'est À compliqué. lui, son truc, je crois, on va le citer, c'est Rémi, du coup, évidemment, on lui passe le bonjour et on Dédicace à espère qu'il Rémi. écoute le podcast, voilà, on l'embrasse et qu'il laisse un like à la fin du podcast. Euh, ce dont il parlait, lui, il disait qu'effectivement, il fallait créer quelque chose. C'est-à-dire que le job créatif avait de la valeur, quoi. Mais du coup, ça veut dire que quand tu crées un produit, parce que bon, lui, en l'occurrence, il est biologiste, non, il est chimiste, et du coup, le truc, c'était de dire, bah moi, je crée des trucs, et effectivement, quelqu'un qui fait du dropshipping, il crée rien, donc il produit rien, en fait. Donc lui, je crois que son échelle de valeur, c'était un peu la production, tu vois. Il y en a un qui produit et puis il y en a qui produisent pas. Mais en fait, le producteur, il a besoin après d'avoir quelqu'un qui va vendre son produit. Et d'ailleurs, si lui, demain, il crée une molécule, il crée un médicament, quelque chose qui a du sens, derrière, il va aller chercher des commerciaux, il va aller chercher du marketing pour promouvoir son produit. Donc en fait, de dire que ça n'a pas de valeur, de créer une boutique en ligne et de vendre des choses, ça n'a pas de valeur, euh, je pense que c'est un peu contradictoire, parce que lui, le jour où il crée quelque chose, il aura besoin de quelqu'un comme ça. Ouais, mais lui, enfin, c'est comme tu dis, c'est difficile de mettre de la morale parce qu'il aura besoin de quelqu'un comme ça, mais pour lui, son produit a de la valeur. Or, lui, il jugeait les produits distribués comme peu de valeur. C'est ce dont il parlait. Et là, pardon. Là, je pense on peut tomber d'accord là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, entre vendre un médicament qui va peut-être sauver des vies, améliorer la vie de, je sais pas, de centaines de milliers de personnes, je sais pas moi, un bracelet tissé dont tu déploies et ça fait une corde, bon, voilà, que tu as acheté en Chine, bon, c'est pas la même chose.
Je crois que c'est Yomi Un Denzel a bracelet. percé là-dessus, je crois. Il a fait son service militaire en Suisse. Et en gros, lui, enfin, c'était peut-être pas son premier business dropshipping, mais il avait déjà vu ça dans les surplus militaires. Et en fait, c'est un bracelet qui est totalement entrelacé, entremêlé. Et en fait, si par exemple, bah, je sais pas, moi, c'est la fin du monde et tu as besoin de te faire une tente ou d'attacher deux bouts de bois, bah, tu peux enlever ton bracelet et tu le déplies, ça fait une longue corde. Donc, donc voilà, tu vois, c'est. Mais d'ailleurs, c'est pour ça, c'est intéressant. Pourquoi toi, tu t'es pas dirigé vers ce type de business? Tu vois? Ou alors peut-être que tu trouvais que c'était compliqué parce qu'au final, tu es passé par le trading, je crois, que tu as exploré le trading, tu as exploré bah, la crypto, pour finir en vendant des formations. Euh, mais au final, tu vois, tu n'as pas choisi, tu t'es pas dirigé vers ce type de business. Ouais, je t'avoue que moi j'aime bien le B2B, donc déjà de travailler, de vendre des choses à des particuliers, c'est pas ce qui m'attire le plus. Donc là je travaille avec des professionnels, donc c'est ça qui me plaît. C'est deux choses complètement différentes. Et puis vendre un produit, c'est complètement différent du fait de vendre un service et de vendre de la connaissance. Parce que là, je suis sur le marché de la connaissance, en l'occurrence, et toi aussi. C'est complètement différent de vendre un produit. Et je sais pas pourquoi, oui, ça m'attirait un petit peu moins. Le produit, je trouve que c'est arrêté, quoi. C'est-à-dire que tu vends un produit, une fois que tu l'as conçu, ça y est, le produit il est là, tu peux plus le changer et tu dois le marketer, le vendre et c'est figé. Alors que ce que j'aime bien dans le conseil et dans le marché de la connaissance, c'est que du coup, ça évolue constamment, tu montes en compétences, donc t'enrichis, tu vois, ta formation, t'enrichis ce que tu fais. Et puis tu peux apporter un peu de toi-même aussi dedans, beaucoup plus je trouve que dans un produit. Donc bref, moi pour ces raisons-là, effectivement, vendre un produit m'attire moins. Après, je rebondis sur les produits qui viennent de Chine. Oui, on est d'accord que c'est pas de la bonne qualité. On est d'accord que c'est pas toujours des produits primaires et très utiles au quotidien. Maintenant, toi et moi, on a déjà acheté des. Quand t'es ado, t'aimes bien acheter des petits bracelets, t'aimes bien acheter des trucs. Ça répond à une demande aussi, euh, oui, c'est pas indispensable. C'est sûr que si demain il y a une guerre, le médecin on en aura toujours besoin ou la molécule on en aura besoin. Ça c'est clair. Ouais, ouais. Non, mais oui, c'est vrai. Après, voilà, j'ai des amis qui font un peu de dropshipping et justement, leur argument, c'était de dire que la concurrence est rude. Aujourd'hui, tu veux créer ta marque de vêtements, bah, c'est ultra compliqué. Et en fait, je prenais l'exemple de Gymshark pour dire que c'est devenu la boîte textile qui a le monopole sur le marché du fitness dans le monde. Et qu'en fait, à la base, Gymshark, c'est du dropshipping. Donc c'est un mec dans son garage. Le mec, il n'avait pas de stock en fait. Donc il a posé sa marque sur du textile et il l'a vendu sans avoir de stock au début. Ce qui lui a permis Oui, ça ensuite de t'emmène vers autre progresser. chose en Voilà, fait. ça t'emmène vers. C'est un début en fait. C'est le début de quelque chose. Et derrière, le mec, bah voilà, il emploie des millions de personnes. Des millions de personnes. Je sais pas, mais des milliers de personnes en tout cas. Donc c'est un On va début. dire que Moi, c'est j'avais peut-être juste une d'influencer. question concernant le B2C et le B2B. Est-ce que tu peux nous expliquer les différences que tu as trouvées, toi? Enfin, ce qui t'a permis de décider sur quel secteur tu voulais t'orienter? Bah, le B2B, bah déjà, ça Déjà. va pas être la même, ça va pas être la même relation, ça va pas être la même relation entre toi et tes clients. Je continue de parler parce que Kevin m'entend avec ses écouteurs. Hein, ne vous inquiétez pas, je parle pas tout seul. Euh, donc oui, le B2B c'est complètement différent. Tu vas pas avoir la même relation avec les clients que dans le B2C. Déjà dans le B2B, tu vas travailler quand même avec beaucoup moins de clients parce que tu vas aller quand même chercher du coup des entreprises. Donc tu vas essayer de créer, on va dire, une grosse récurrence avec des entreprises et de travailler régulièrement avec elles. Euh, donc il y a une relation différente parce que c'est des professionnels, c'est pas des particuliers. Une relation différente parce que bah, du coup quand tu travailles dans le B2B, tu vas quand même grosso modo aller chercher un peu moins de clients, tu vas moins viser la quantité. Euh,
Ça, c'est aussi complètement différent. Et puis, non, bah, c'est ces deux principales raisons-là qui font que je préfère travailler avec des entreprises. Et puis, comment dire, plus tu vas cibler des entreprises, des grosses entreprises, plus ça va être dur d'y rentrer. Mais une fois que tu es rentré, c'est-à-dire, je sais pas, imaginons que tu es une agence de communication, si tu rentres au sein de Nike, si par exemple tu réussis à rentrer chez Nike et que Nike fait appel à tes services régulièrement, ça va être très dur de rentrer chez Nike, mais une fois que tu es rentré, Nike, ils vont travailler avec toi sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, parce qu'une entreprise, une fois qu'elle a une bonne agence, une fois qu'elle a un bon prestataire, elle n'en change pas, tu vois. Donc le B2B, ça a aussi cet avantage que bah, tu travailles avec des entreprises qui ont plus c'est des grosses entreprises, plus elles ont une grosse solidité financière. Et tandis que quand tu travailles avec des particuliers, bah, je sais pas, tu vas être, quand il va y avoir de l'inflation, quand va y avoir une crise économique, etc., ton business peut chuter beaucoup plus facilement. Tu vois, là, l'autre jour, j'ai signé pour l'agence dans laquelle je travaille, j'ai signé effectivement une entreprise qui fait de la restauration hors domicile. Donc c'est une entreprise qui fait de la restauration collective. Donc elle fournit des cantines, elle fournit des EHPAD, elle fournit des gros acteurs de la restauration. Bon, bah typiquement, quand tu as des gros acteurs comme ça, comme des EHPAD, etc., bah tu sais que tu vas avoir un gros volume important et c'est des clients solides, tu vois. Ça va être beaucoup plus solide que si tu essayes de vendre de la nourriture à des particuliers en allant au marché du coin, tu vois. Donc le B2B, je trouve que c'est un petit peu plus solide et c'est un petit peu plus viable, et puis ça m'intéresse un peu plus aussi. Est-ce que tu trouves que c'est dans le B2B qu'on distribue le plus de valeur, enfin qu'on crée le plus de valeur, ou tu dirais que c'est dans quel secteur du coup, le business to business ou... On en revient à la valeur du coup. Ouais, bah, en fait, non, tout ça bah, pour aller sur le chemin des critères. Quels critères on peut attribuer à un business pour lui dire qu'il a telle ou telle valeur? Sur quoi on s'appuie? Après, pour aller plus profondément, je trouve quand même que se poser toutes ces questions-là, c'est déjà de ne pas passer à l'action, si tu veux. Moi, c'est ça qui m'embête, hein. C'est d'ailleurs ce que je lui ai dit, à Rémi. C'est en fait le truc, c'est enfin, non, je ne lui ai pas dit d'ailleurs, mais je lui dis du coup maintenant. Non, mais l'idée, c'est qu'aussi, il y a un moment, il faut arrêter aussi de se dire, moi, je monte une entreprise que si ça apporte de la valeur, que si j'apporte une innovation, que si je fais ci, que si je fais ça. En fait, il y a un moment, c'est des freins que tu te mets, des croyances limitantes que tu te mets. Dans tous les cas, si tu fais du dropshipping, tu vas apporter ta touche. Et c'est ce qu'on disait dans un autre épisode, tu vas apporter ta façon de ton process différent. Et d'ailleurs, Gymshark, c'est l'exemple parfait. Il a créé effectivement au début une boutique de dropshipping, mais il a tellement une bonne vision, des bonnes convictions, comme on disait dans l'épisode 10. Il avait tellement, tu vois, de convictions et il a tellement apporté sa touche que finalement, il a créé une marque qui a réellement apporté de la valeur, une marque de vêtements qui a réellement apporté de la valeur. Donc, moi, je trouve que se focaliser que sur le produit, le service, et ne pas se... C'est rien, en fait, le produit, le service. L'important, c'est après comment tu le processes, comment tu l'exécutes. C'est pas moi qui le dis, hein. D'ailleurs, il y a plein de gros entrepreneurs de la planète qui le disent. L'important, c'est pas l'idée, c'est l'exécution. Et donc, à partir de là, commencer à dire oui, tel produit, tel service a plus de valeur qu'un autre. En fait, ça te permet pas d'avancer. Tu vas jamais créer quelque chose parce que ce sera jamais suffisant. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, mais comme on disait dans l'épisode 10, les convictions, ta patte, ta personnalité que tu apportes à ce que tu crées, ce que tu... Et puis, ouais, c'est comme pour beaucoup de choses, le plus important, c'est pas vraiment le résultat, c'est le processus. C'est comment tu vas mettre en œuvre, c'est la mise en œuvre et tout ce que tu vas faire pour atteindre ton résultat, ton objectif. Là, l'objectif, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent. Bon, entre hommes, là, entre êtres humains, on échange grâce à la monnaie. Donc, déjà, de faire tourner de la monnaie, c'est déjà participer à créer de la valeur. Bien sûr, bien sûr. Bah, complètement. C'est-à-dire que c'est bien beau d'être en bonne santé, d'avoir un bon médecin. Derrière, si tu gagnes pas de thunes et si tu sais pas faire de l'argent, tu vas faire quoi en fait? Donc c'est bien, un SDF en bonne santé, super. Non, mais en fait, c'est là où je trouve que c'est très réducteur d'essayer de mettre un jugement de valeur parce que le mec qui va faire sa boutique de dropshipping, qui va super bien gagner sa vie avec ça, qui va faire gagner de l'argent aussi au mec qui a son usine en Chine,
en fait, très bien, ils sont en bonne santé, mais en plus, ils ont de l'argent. Donc d'ailleurs, les plus gros, je crois que les plus gros business qui fonctionnent le mieux, c'est le secteur de la santé, évidemment. Je crois qu'en chiffres, je sais plus à combien ça se chiffre. Et derrière, tu as effectivement tout ce qui va être lié au make money, donc tout ce qui va être faire de l'argent, parce qu'en fait, finalement, l'objectif dans ta vie, c'est d'être en bonne santé et d'avoir de l'argent pour pouvoir après faire ce que tu veux et être libre. Donc c'est les deux plus gros porteurs, tu vois. Donc toi, t'es dans la santé, moi, c'est plus du make money. Dans tous les cas, les deux sont complémentaires. Donc, c'est très bien que Rémi demain invente une molécule qui va sauver des millions de personnes. Mais une fois qu'elles seront sauvées, il faut que ces personnes-là, elles savent faire de l'argent. Et une formation comme celle de Yomi Denzel, de toutes les formations business qui sont très décriées, eh ben, elles sont pour moi tout aussi importantes parce que derrière, elles vont permettre à des gens de gagner leur vie. Tu vois, moi, je suis très content aujourd'hui d'avoir pu t'aider à monter ta boîte et que tu gagnes ta vie avec ça aujourd'hui. Je suis en train d'aider ma maman, tu vois, qui peint. Je suis en train de l'aider à monter sa boutique de peinture et je serais très content si demain elle gagne sa vie avec ça. Je te disais que j'ai un club en clients. Il a perdu 2 salariés et 80 clients. Il est à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Bah là, avec les publicités que je lui fais faire, avec le mindset que je lui fais adopter, il est en train de regrappiller des clients petit à petit. Et en 2 semaines, tu vois, il est déjà en train de signer des nouveaux clients. Et l'objectif, ça va être là, sur 1 an, de tout récupérer. Bah, pour moi, tu vois, ça a une énorme valeur. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas fan du tout de Eh ben, Mathieu Richer. c'est parfait parce que on a trouvé la transition par rapport au storytelling. On voit notamment des formateurs tels que Oussama Hamar, Yomi Denzel, bon, Antoine Blanco, etc. euh, raconter beaucoup d'histoires. Et en quoi, et moi j'aimerais te poser la question suivante, toi qui es particulièrement compétent là-dessus, en quoi raconter des histoires peut justement, bon, in fine, créer de la valeur. Même si on va arrêter de se brancher là-dessus, mais Tu sais qu'il m'a encore envoyé un message hier avec un réel en disant: T'as vu ça, c'est de la valeur. Le mec, ça va être son combat absolu. Non, mais le storytelling est important parce que ça permet aux gens de s'identifier. Donc ça, c'est vraiment plus pour l'aspect commercial, marketing, et puis quand tu crées une entreprise. Mais même dans le relationnel, en fait, ça te sert même auprès des femmes si t'es un mec et auprès des hommes si t'es une femme. En fait, une histoire vaut 1000 mots, donc t'as beau expliquer un concept, finalement, si tu l'illustres par une histoire. Et d'ailleurs, moi, dans le podcast, là, tu vois, j'aimerais bien développer un peu cette qualité-là, c'est-à-dire plutôt que de raconter un concept, essayer plutôt de raconter une histoire où je l'illustre, où je l'ai vu s'illustrer, tu vois. Donc ouais, ça permet de s'identifier. Euh, voilà, ça permet de s'identifier, ça illustre, tu vois. Ça met, au lieu de lire un livre, tu lis une bande dessinée, quoi. Donc tu visualises le truc. Donc le storytelling et raconter des histoires, c'est hyper important. Dans la séduction, on t'en parle. Pour séduire une femme, voilà, il vaut mieux raconter des histoires et tu vois, des faits marquants. Dans le marketing, on t'en parle. C'est c'est hyper important le storytelling. c'est marrant parce que par opposition, on pratique du sport tous les deux. Dans le sport, on se raconte pas trop d'histoires. Dans le sport, tu fais ton sport et voilà quoi. Par contre, tu peux être inspiré par des histoires marquantes donc d'athlètes. On a tous été inspirés, hein. Toi, c'est quel athlète t'a inspiré le plus? Pourquoi tu fais de la boxe? Qui t'a, tu vois? Et Ouais, c'est ce que j'allais te répondre. Dans le sport, t'as quand même beaucoup de storytelling, quoi, tu vois. Rare Conor McGregor, tu vois. pas dans la T'as pratique en Star de... elle-même. Je veux dire, tu Ah, pratiques dans ton la sport, pratique, ouais. c'est pas une histoire. T'es dans le réel, tu vois. C'est vrai. Donc c'est pour ça que Ouais, bien j'opposais sûr. le fait de raconter une histoire, d'être dans le sentiment, dans l'irréel, et la pratique physique. Tu vois, tu prends des coups, tu soulèves une charge, t'es sur terre. Et donc il n'y a pas de mensonge, c'est pour ça que c'est toujours bien d'être au cœur du sujet pour comprendre ensuite. C'est pour ça que nous, par rapport à un discours d'Oussama Hamar, on est sensible, mais on ne le prend pas premier degré. On sait très bien que derrière, il enjolive. Mais derrière, on se permet quand même de savourer son histoire, parce que bah voilà, il s'exprime bien, il a de l'éloquence, et puis même, ça nous fait rêver. Mais derrière, on n'est pas dupe. On sait très bien que le mec, il est en train de faire du storytelling. Et, euh, et je me souviens au tout début, moi j'en ai déjà parlé, mais quand j'étais encore en formation pour devenir coach, je regardais des vidéos de The Family ou des conférences d'Oussama. Et je savais qu'au bout d'un moment, ça allait m'aider.
Et je me rends compte qu'aujourd'hui, bah, j'en raconte dans mes contenus. Donc, de toute façon, pour Et vendre, tu vends, qu'est-ce que tu vends sans illustrer ce que tu... Enfin, faire la promotion de quelque chose, faire la vente de quelque chose, c'est raconter une histoire. Donc, on le sait, c'est clair. juste hier soir, on parlait des prochaines céréales qu'on allait acheter avec ma conjointe, Anaëlle. Et on s'est rappelé tout de suite d'une boîte de céréales, des Miel Pops. Et tous les deux, on connaissait les jingles des pubs parce que devant la télé, on les avait bouffés des centaines et des centaines et des centaines de fois. Bon bah voilà, prochaine course, on va acheter des Miel Pops parce que les connards de Kellogg's, ils nous ont raconté des belles histoires. Donc c'est vrai que euh, mettre un jugement de valeur, c'est pas forcément idéal si tu veux gagner ta vie. Euh, c'est dans le processus en fait que tu vas créer de la valeur. C'est ensuite c'est c'est dans la mise en œuvre. Bah, c'est un très bon exemple, d'autant que, tu vois, je trouve ça d'autant plus déséquilibré que, justement, ce jugement de valeur, on va le mettre sur des trucs faciles. C'est-à-dire là, on voit un mec passer dans une pub Facebook, on va mettre un jugement de valeur. On voit Oussama Hamar passer sur YouTube, on va mettre un jugement de valeur. Par contre, juste les gars, il faut un moment se rendre compte que les industriels font exactement ça en fois 10 000 depuis un siècle, quoi, depuis 2 siècles, tu vois. Donc, enfin, raconter des histoires et raconter des conneries, c'est 100% des publicités depuis, tu vois, depuis que la télé existe, voire même depuis que l'affichage existe. On te raconte que ton dentifrice va te changer ta vie, tu vois. Enfin, il y a un moment, il faut se rendre compte que si tu regardes 10 minutes de spot télé publicitaire, on te fait que te raconter des histoires et c'est que des conneries, tu vois. Enfin, 100% du temps, quasiment, c'est que des conneries. Et pareil, au niveau de la valeur, d'aller chercher des produits en Chine, les importer en France. Je veux dire, aujourd'hui, tu vas au Auchan, il y a plein de trucs made in China. Tu vas sur Amazon, évidemment, j'en parle même pas. Tu vas sur toutes les enseignes du quotidien, t'as que du made in China. Tu vas dans ton petit casino du coin, tu vas trouver un truc qui a été cultivé, qui a été produit en Chine ou en Amérique du Sud, etc. Donc c'est toujours pareil, on trouve des cibles un peu faciles parce que bah, on les voit, c'est un mec qui a l'air, voilà, c'est Oussama Hamar, le mec a l'air un petit peu plus, il est tout seul, tu vois, c'est une personnalité, tu te dis ça va être un peu plus facile de le critiquer. Bah non, en fait, à un moment, si tu veux vraiment apporter une critique morale, bah, va jusqu'au bout de ton propos et tu vois, fais un manifeste contre les multinationales qui font ça depuis 2 siècles aussi, tu vois, mais t'attaques pas au petit entrepreneur du coin qui fait sa pub Facebook, en fait. Et après, pour vendre ton manifeste, tu vas faire un peu de storytelling. Tu fais un peu de storytelling derrière. C'est génial. Mais même les médicaments, t'as Oui, du oui. storytelling, tu vois, en pharmacie, tu vois, Mais des pubs, tu surtout, vois, surtout même, trucs, surtout, bien sûr. surtout, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, non, très intéressant comme sujet. Je pense qu'on peut passer au prochain sujet, on a fait le tour. Euh, je voulais parler un peu de la Pologne et de l'état d'esprit qu'ont ces pays slaves. Je pense que tu es allé à Prague. Ouais. Ouais, je sais pas si tu as fait le tour des... Enfin, si tu as eu l'occasion d'aller peut-être dans des lieux saints ou alors au contraire des lieux où il y a il y a du brassage, etc. Les brasseries, les pubs, les marchés. Moi, ce que j'observe des reportages que je regarde et des voyages que j'ai pu faire, c'est que dans ces pays de l'Est-là, on conserve... il y a l'homme, on conserve on dissocie et on met en valeur les compétences de l'homme et de la femme. Donc on met en valeur plutôt la complémentarité des deux genres. Euh, je prends exemple sur le pub, on est allé dans un pub et on a vu qu'en illustration il y avait des tableaux avec des bodybuilders et des personnages solides. Euh, En France, en tout cas, là, de ce que je vois dans les médias dominants, c'est plus, je sais pas, on essaye de mettre à tout prix l'égalité et en fait, on perd cette tradition, parce que pour le coup, c'est de la tradition voilà, d'être solide et parce que peut-être on en a de moins en moins besoin de par les nouvelles technologies, etc. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage. Et
Et après, moi, c'est vrai que vu que je suis dans le milieu du sport, je côtoie que des mecs qui ont la fibre, tu vois, qui sont déjà dans le sport, dans la muscu, dans l'haltéro, dans la boxe. Donc, euh, donc je vois peut-être pas autour de moi que des gens qui délaissent un petit peu ce côté-là, mais j'ai pas l'impression qu'en France, on est les leaders là-dessus. Je pense que on aurait pas mal à tirer des pays de l'Est, tu vois. Oui, bah, j'ai l'impression, après, j'ai pas habité, du coup, j'ai pas vécu longtemps là-bas, mais oui, oui, ils sont encore sur un modèle à l'ancienne, ça c'est sûr, ça c'est clair et net, quoi. Tu le vois à plein de niveaux, bah, mais du coup, toi, est-ce que tu te verrais aller vivre dans un pays de l'Est, par exemple, on en a parlé un moment durant le week-end, est-ce que tu te verrais aller vivre dans un pays de l'Est ou au contraire, qu'est-ce qui te manquerait? Parce que c'est vrai qu'on en a parlé dans un épisode, voyager, ça te permet de voir ce qu'il n'y a pas en France mais ce qu'il y a dans le pays là-bas qu'on n'a plus ici. Du coup, c'est quoi qui te manquerait si tu allais habiter là-bas, par exemple pour, Ah, justement, comme toi, j'ai jamais vécu dans ces pays, donc il faudrait que je vive un certain nombre de temps là-bas pour pouvoir t'apporter une réponse complète. Parce que là, j'ai vu, j'y suis passé en escale, j'y suis passé un week-end. Donc si tu veux, je peux pas vraiment répondre à cette question. Malgré tout, le peu de ce que j'ai vu m'inspire pas mal. Et notamment la sécurité, on a observé qu'il n'y avait pas de videur dans les bars, tu vois. Ça veut tout dire, ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'insécurité. Euh, un truc marrant qu'on a vu aussi, c'est une embrouille. Donc quand on sort un petit peu dans Lyon, on voit pas mal d'embrouilles. Mais il y a beaucoup de cris. Il y a beau- ça crie beaucoup. Il y a beaucoup de jets, ça dure longtemps, ça s'étale. Là, on a vu une embrouille. Il y a eu une droite et plus rien. Non, mais mais la, la durée de discussion a dû être d'une minute et tout de suite on est passé à la droite. Ouais, le ouais, mec, il n'y a pas eu de cri. Enfin, j'ai pas entendu. En tout cas, je me suis tourné, j'ai vu une droite passer. J'ai vu un peu d'agitation, une droite passer. C'était la droite de fin de discussion, quoi. Donc, rapide, efficace, pas d'esclandre. Donc, je sais pas si c'est les pays de l'Est ou. Non, mais ça, on peut développer là-dessus, hein. C'est-à-dire que oui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement peur de la violence que du coup, on parle beaucoup, on fait beaucoup de procès. Et alors qu'en fait, tu te rappelles en France, enfin, tu te rappelles pas, on n'était pas nés, mais tu as eu quand même une époque où tu avais les duels qui existaient. Alors là, je parle vraiment d'une époque lointaine, mais où tu as le duel à l'épée, et quand tu as deux mecs qui s'embrouillaient, et ben viens, on se retrouve demain à l'aube, et on règle ça à l'épée. Alors bon, du coup, tu avais des morts, évidemment, mais moi, je trouve qu'il faudrait reprendre ça un peu sur le modèle Booba, octogone sans règles. En vrai, non mais c'est vraiment une proposition sérieuse. Je pense vraiment que si tu avais la possibilité légale de convoquer un mec et de t'entendre avec lui en disant bah écoute viens, t'es pas content, bah viens, on va se régler sur un octogone, tu vois, des zones dédiées un petit peu encadrées. Euh, Tu mets des mitaines de MMA et tu te mets sur la gueule pendant 2 fois 5 minutes. Je pense que ça réglerait pas mal de problèmes et je pense que beaucoup de moins de gens manqueraient de respect, se manqueraient de respect entre eux et que ça éviterait l'engorgement aussi de la justice parce que très clairement le nombre de procès et de disputes de voisinage de merde qui pourraient se régler juste en ayant une bonne discussion virile et un bon échange viril dans un octogone. Donc ouais, vraie proposition, vraiment, c'est de retrouver ce truc-là pour rebondir un petit peu sur cette embrouille que qu'on a vu en Pologne. Ouais, non, mais je pense que justement, voilà, c'est tout un état d'esprit qu'ont les Polonais, enfin, en tout cas, de ce qu'on a vu. C'est-à-dire que je pense que il vaut mieux mettre fin au débat par un peu de violence plutôt que de faire des esclandres et de finir au poste. Parce qu'à mon avis, les flics, ils sont pas doux. Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais il y a peut-être ouais, c'est vraiment un mindset. C'est que les mecs. Et puis sinon, on a vu zéro embrouille. Ouais, Pourtant, on a duré jusqu'à 6 non, heures non, du mais matin. On a fait plusieurs bars. Et je te dis, on n'a pas vu un seul videur. Donc là, tu vas à Lyon,
Mais si tu prends dans le sport un exemple très frappant, c'est tu regardes l'ambiance qu'il y a au rugby, l'état d'esprit des mecs du rugby versus l'état d'esprit des mecs du foot, ou l'état d'esprit des mecs des sports de combat versus l'état d'esprit des gens du foot, ou voilà. Au foot, ça discute beaucoup, ça gueule, ça s'insulte, ça se manque de respect, t'as du racisme, t'as tout, t'as de l'homophobie, t'as n'importe quoi. Enfin bref, c'est beaucoup, beaucoup de parlotte, beaucoup de simulation, beaucoup de je cherche à avoir le carton jaune, machin, un peu en forme de procès, tu vois. Ça insulte l'arbitre, etc. Parce que ils savent très bien que de toute façon, ça va pas plus loin. Il n'y aura Au pas de rugby, sanction, ouais. il n'y aura pas de sanction physique Physique. surtout, tu vois. Parce Physique, que en ouais. fait, c'est ça que les gens comprennent pas aujourd'hui, c'est qu'à un moment, il faut quand même de la sanction physique, tu vois. C'est pour faire vraiment, in fine, pour effrayer quelqu'un. Je veux dire, t'as pas 50 solutions, tu vois. Il y a un moment, le procès, c'est gentil, mais il y a plein de gens qui s'en foutent des procès. Et plus tu vas vers le cassos, plus tu vas vers le barbare, moins le procès, ça lui fait peur. Donc en fait, il y a un moment, il faut quand même de la virilité. Donc là, je te rejoins à 100% là-dessus. Et au rugby, t'as pas ça, parce que de toute façon, tu sais très bien que si t'insultes le mec, la mêlée suivante, il va te marcher dessus, il va te mettre un putain de coup d'épaule, enfin, il va t'en mettre une. Et puis pareil en boxe. Ben, tu vois, regarde Doumbé, tu vois, il manque un peu de respect, machin. Bon, bah, ça se règle sur le ring, et puis à la fin, les mecs s'embrassent, se respectent, et c'est génial, quoi. Donc, moi, je pense qu'il y a un truc à creuser de ce côté-là pour améliorer un peu la société, mais bon, c'est un point de vue qui sera peut-être un peu controversé. Bah, c'est ça, c'est que comme je disais tout à l'heure, les technologies font que ça annihile un petit peu cet effet besoin de violence. Enfin, du coup, après, si on peut vivre sans violence, c'est quand même plutôt chouette parce que, pour me faire l'avocat du diable, je sais pas si décapiter un mec place publique, tu vois, enfin, pour trouver un juste Ça milieu, dépend, hein. c'est Ça sûr dépend qu'il faut qui. trouver un juste milieu, mais si tu es dans une société qui autorise les duels, bah forcément, ça peut dériver aussi. Pour ou contre la peine de mort. Non, Non, mais si, moi j'allais te répondre. En vrai, plus la peine capitale elle est forte. Après, voilà, il y a des théories qui disent l'inverse, etc. Moi, je crois quand même que si à un moment tu sais que tu as la mort qui est possible à la fin d'un jugement, tu fais un peu plus gaffe. Après, voilà, il y a des gens qui vont te sortir plein de théories. Non, là, je parlais pas forcément de remettre à jour les duels, parce qu'effectivement, c'est quand même con de se tuer, de se tuer à 30 ans parce que tu t'es embrouillé, ou à 20 ans. non, mais Mais l'idée tu c'était vois, de mettre en place les duels pour que, en fait, in fine, il n'y a plus de conflit. Enfin, il n'y a plus de conflit futile. Donc en fait, il y aurait des duels que si, je sais pas, un tel reproche à un autre d'avoir volé des produits, ouais. enfin, d'avoir mis à mal son business, etc. Enfin, des sujets importants, quoi. Je sais pas, un Bien locataire sûr. qui paye pas son loyer depuis plusieurs mois. Duel, hop. Non, mais duel en octogone. Pas de mort, tu vois. Juste endormissement ou t'es KO ou KO, quoi. Mais avant que ça arrive en France, ça, bon, là, je vois personne dans l'échiquier Euh, politique actuel pour nous amener à ce genre. Ah si, peut-être la salle, et encore. Bah, le problème, c'est que si demain il y a le retour des duels, t'as pas mal de mecs en politique qui, à mon avis, vont se faire convoquer dans des octogones. Donc, je pense que ce sera un peu chaud pour leur niche, tu vois. Ouais, donc ils ont pas du tout intérêt à remettre les duels. Ah putain, les mecs sont tous en surpoids, libidineux là, c'est Ah, terrible. après, peut-être qu'il y a un projet, hein. Regarde, Macron, il se met à la boxe. Peut-être qu'il sait Oui, qu'il va se passer un truc. il a un biceps, le Manu là, il fait pas rien. Ouais. Donc là, ouais, pour revenir à ce que me disait Rémi sur son biceps, je pense que bon, Macron là, a publié une photo, j'explique pour ceux qui ne sont pas au courant, a publié une photo sur son compte Instagram où il s'exhibe en fait en train de faire taper dans un sac de frappe. Et sur une des photos, on voit qu'il a un avant-bras plutôt développé. Euh, et en fait, bon, bah, c'est pas du trucage, c'est son avant-bras, donc il a certainement une musculature correcte. Euh, mais c'est juste que c'est l'angle, en fait. Il est full contracté, l'angle est parfait et met tout à fait à son avantage notre cher président. Donc voilà, c'est pas du trucage. Par contre, oui, bah, lui, il raconte une belle histoire là. C'est vrai que c'est du storytelling, hein, t'as raison, Bah, t'as c'est raison. carrément du storytelling. Pourquoi tu mets une photo de toi en train de boxer, si ce n'est pour montrer un petit peu à tes électeurs que bah, toi aussi, finalement, t'as un peu des couilles, il n'y a pas que Poutine.
Bah, d'ailleurs, si notre règle du duel se mettait en place, peut-être que Poutine convoquerait Macron dans un octogone pour, tu vois, pour régler ça, hein, c'est possible. Bah, à l'époque des rois, je crois que les rois ils se mettaient sur la gueule, hein, les rois entre eux. Il y avait parfois un duel entre rois. Euh, il y a une anecdote, je crois, sur François Ier, il faudrait que je la retrouve, où je crois qu'effectivement il retournait le roi d'Angleterre lors d'un duel, justement. Donc il faudrait que je la retrouverai pour un prochain épisode. Mais en tout cas, oui, la Pologne semble être encore sécuritaire, propre, tout comme plein de pays. En fait, c'est vraiment en France où ça se dégrade. Enfin, en termes de pays développés, en tout cas. Je pense que vraiment la France, mais peut-être, je pense même aussi l'Allemagne. Moi, j'ai vu récemment que la Belgique devenait vraiment tu vois, le berceau du trafic de drogue. Je crois qu'il y a pas mal de pays occidentaux, anciens pays modernes, qui se dégradent vraiment là-dessus. Très franchement. Bah, par opposition, j'ai cru comprendre que Amsterdam, la ville d'Amsterdam, allait interdire les coffee shops, ou en tout cas essayer justement de désengorger un petit peu la ville de ce business de la weed. Et des putes aussi. Ok. Donc ouais, c'est marrant. Eux, tu vois, pour le coup, ils n'ont pas peur de faire marche arrière sur des progrès, entre guillemets. C'est peut-être que pour une raison, c'est peut-être que du coup, bah, ils ont un background, ils ont de l'expérience maintenant, et empiriquement, ils ont fait le constat, ils ont dit, bon voilà, ça amène plus de négatif sur la population, et même peut-être sur l'aspect tourisme qu'autre chose, donc on va arrêter. Et c'est toujours intéressant de voir des grands remaniements dans l'histoire de certaines nations. Et c'est pour ça que c'est plus l'histoire qui est intéressante en fait que l'actualité. Euh, c'est pour ça que depuis que je regarde plus trop l'actualité, tu vois, je m'intéresse plus trop, mais plus à l'histoire. Tu vois ce qui s'est passé, et je pense qu'on fait pas ça et on fait pas assez appel à l'histoire pour prendre des grandes décisions, euh, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, ouais, complètement. Bah, on en a parlé dans, je sais plus, c'était le 4 ou le 5 d'épisode où on parle d'histoire un peu, vous pourrez aller voir sur YouTube. Ouais. Ouais, ouais, il vaut mieux, à mon avis, effectivement, passer 80% de son temps à étudier l'histoire et peut-être 20% à suivre un peu l'actualité. Que l'inverse, ouais, ouais, c'est clair. Bah, sinon, tu contextualises pas, quoi. Mais je mets ça à l'échelle d'une personne. Moi, si j'arrive aujourd'hui que je te connais pas et que je te juge, je vais très mal te juger. Alors que si j'ai tout ton historique derrière, je vais te comprendre et je vais beaucoup plus, tu vois, te cerner. Bah, de la même façon, si tu cernes, si tu juges un pays, si tu juges une entreprise, si tu juges quelqu'un sans connaître son histoire, ça vaut rien. Donc, si tu juges la France sans avoir l'historique de la France et de ce qu'elle a été, en bien comme en mal, ben, tu tombes à côté. Bah, du coup, c'est intéressant là. Je vais faire du coup une transition vers un autre sujet si on a le temps. Ouais, je pense qu'on a 15-20 minutes. Euh, Oui, oui, oui. Comment tu fais pour, peut-être au début, que tu veux créer ton noyau entrepreneurial, tu veux gérer tes relations, tes fréquentations, comment tu fais pour juger si une personne peut faire partie de ton cercle ou pas? Enfin, comment tu fais? Quels sont tes critères à toi? Genre, tu rencontres un collaborateur pour la première fois, sur quoi tu vas le juger? Parce que t'as pas le choix au final, t'as pas son historique, tu es obligé de le juger sur quelque chose. Sur quoi tu vas t'appuyer toi? Ouais, c'est une très bonne question. Bah écoute, là comme ça, j'essaie de me projeter dans la situation dans laquelle tu viens de me mettre. C'est-à-dire, je rencontre une nouvelle personne. Déjà, je vais regarder tout de suite si elle est calme, tu vois, la personne, si elle semble calme, stable. Si tout de suite tu sens que ça part dans tous les sens. Ce qui arrive, hein, parfois tu croises une personne, putain, la personne part dans tous les sens. Tu comprends tout de suite qu'elle est un peu instable. Ouais, je vais regarder le calme. Et je vais regarder effectivement. Bah, je t'avoue que je vais être pas mal écouté, hein, je vais pas mal écouter ce qu'elle raconte. Et si déjà en une heure d'écoute, tu sens que la personne elle a dit 14 conneries et 14 trucs. Bon bah voilà, tu vois, déjà ça va me faire fuir aussi. Passer ce stade, si la personne est calme, qu'elle dit pas de conneries. Et bah, je veux voir aussi si elle est capable d'écouter. Après, ouais, après, je vais plus regarder les valeurs humaines. Du coup, est-ce qu'elle est capable d'écouter?
Est-ce qu'elle est capable de comprendre aussi, tu vois? Est-ce qu'elle est vraiment à l'écoute, quoi? Si elle fait pas juste semblant, est-ce qu'elle écoute vraiment? Est-ce qu'elle cherche pas le concours de beat aussi? Donc elle t'écoute, mais elle cherche pas à surenchérir par-dessus ce que tu dis constamment, tu vois? Parce que bon, voilà, on en connaît tous des gens qui font des concours de beat constamment, c'est très pénible. Et puis bah derrière, après sur le long terme, je vais quand même regarder si la personne, si elle repropose de me voir régulièrement, ça veut dire que déjà il y a eu un atome crochu, ça c'est plus par rapport à moi. Et puis sur le long terme, je vais regarder si elle est là pour moi quand j'ai besoin. Donc ça c'est hyper important pour moi, ça c'est clairement si je suis pas bien ou si j'ai un service, j'ai besoin d'un truc, si la personne elle vient. Moi j'aime pas des relations amicales ou de collègues juste quand... Enfin les relations elles peuvent devenir amicales si vraiment je sens que la personne sera pas là juste pour kiffer, mais qu'elle sera aussi là tu vois quand il y a besoin. Je pense que je peux résumer un peu le truc comme ça et puis voilà qu'elle soit un minimum fun aussi, un peu drôle parce qu'on n'est pas là non plus que pour être sérieux. Je pense que j'ai fait le bon tour. Et toi, du coup, ce serait quoi tes critères? Bah, à peu près les mêmes, hein, c'est ça. Puis voir peut-être sur le long terme la loyauté, évidemment, qui est pour moi l'une des valeurs les plus. Enfin, la fidélité, loyauté. Hmm. Là récemment, j'écoutais un sportif, d'ailleurs, ça sera Marocco de la semaine. Bon, j'en parlerai après, mais un sportif qui disait, moi je suis très loyal, je suis très fidèle. C'est-à-dire que dans ma team de coach, je m'entoure, je fais que ajouter des personnes. Je retire personne. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Après, voilà, il faut avoir pris le soin de bien filtrer au départ, parce que il faut savoir s'entourer, il faut savoir aussi voir quand tu as pris les mauvaises décisions. Et parce que ça arrive de prendre des mauvaises décisions. Toi, tu avais plutôt un profil de mec qui s'isolait un peu, tu vois. Tu étais plutôt, on peut dire, peut-être Solitaire. presque asocial, ouais, solitaire au début. Moi, j'étais l'inverse. Et forcément, bah, dans le lot, tu rencontres tout un tas de personnes. Et, et après, bon, bah, la vision, on évolue avec le temps, de toute façon. Il faut, ouais, avec le temps, tu vois si les valeurs correspondent. Mais ouais, pour en revenir, comment filtrer, comment voir si un mec va correspondre à tes valeurs, bah voilà, ouais, tu discutes avec lui, tu vois s'il t'écoute, tu vois si ce qu'il dit. Et puis, alors moi, ce que j'essaierai de faire, du coup, c'est de le prendre, enfin de le prendre, de l'amener vers un sujet que je connais bien et de voir ce qu'il va me dire, tu vois. Par exemple, toi, je sais pas, tu vas lui parler de boxe, par exemple, et t'écoutes de voir ce qu'il va dire. Si tu vois que sur tout ce qu'il dit, bon, bah, il y a 50% de conneries, un peu relou. euh, c'est pareil dans les... Bon, on en a déjà parlé, mais sur les mecs que tu vois passer sur YouTube, enfin, sur tous les contenus que tu consommes, si tu vois que dans ton domaine d'expertise, il y a des mecs qui racontent du bullshit, c'est que sur tous les autres domaines, en fait, c'est la même chose, et qu'au final, bah, tu n'aurais pas grand-chose à en tirer. Et c'est ce qu'on s'était dit, bah, justement, super transition, on devait parler des critères pour un formateur. Comment choisir un formateur, comment reconnaître, comment choisir un coach, comment voir si ce coach-là va t'amener là où tu veux, et de la meilleure des manières. Donc, bah, je te renvoie la balle. Comment toi tu fais? Comment tu as fait pour choisir? On a déjà parlé, mais on va en reparler, c'était au tout début. Peut-être que là, on a plus d'éléments. Comment tu fais, toi, pour choisir un formateur? Parce que c'est souvent des formations qui sont à plusieurs centaines, voire des milliers d'euros. Euh, comment tu fais? Bah déjà, effectivement, c'est bien que tu parles du prix, parce qu'on on l'avait pas abordé ça pour le coup. Ouais. Il faut, pour moi, prendre le prix en fonction aussi de ta situation. Si tu es complètement débutant, ça sert à rien d'investir tout de suite 5 000 € dans quelque chose. Moi, la première formation business que j'ai prise, non, c'était des séminaires, donc c'était peut-être 100, 200 €. Tu vois, j'ai commencé par une tranche de 100, 200 €. Après, je suis passé à 900 €, 1 000 €. Et puis après, je suis passé à 3 000, et finalement, j'ai fini par un jour prendre un mentorat à 12 000 €. Mais j'ai fait ça progressivement. Là, j'ai des coachs sportifs en client qui m'ont dit j'ai pris il y a un an une formation à 12 000 €.
La personne, en fait, elle n'a pas de clientèle, elle a quasiment pas de boîte et elle a investi déjà 12 000 € de formation. Ça va pas, il y a un problème. Elle m'a dit que d'autres ont investi 30 000 €. Enfin, tu as vraiment, je pense, des gens qui gèrent leur argent n'importe comment là-dessus. Donc déjà, vraiment, timer le truc. Investir petit à petit de l'argent dans un truc. Déjà, voir si ça te plaît. Et ensuite, petit à petit, quand tu vois que ça te plaît et que tu appliques déjà la formation à 200, la formation à 500, la formation à 900, derrière, tu vas commencer à investir plus. Donc, je trouve qu'il y a comme argument déjà de bien regarder financièrement à investir correctement. De toute façon, même ta banque, elle va te faire les gros yeux, quoi. Si elle voit que tu n'as pas d'entreprise, que tu viens juste de la créer, que tu as investi déjà 10 000 € de formation, le banquier, il va se dire que tu sais pas gérer ton argent. Donc, c'est important. Après, oui, on l'avait dit déjà, de regarder le contenu. Comme tu viens de dire, effectivement, de regarder s'il n'y a pas trop de conneries qui sont dites. Après, c'est dur quand tu connais pas, de pas savoir. Je crois que c'était ça d'ailleurs, Rémi. Bah, c'est ça, ouais. Rémi nous a ouvert beaucoup de sujets ce week-end. Mais ouais, c'était de comment tu fais pour savoir si le mec raconte des conneries ou pas. J'ai envie de dire, si t'es pas capable de voir s'il dit des conneries ou pas, c'est qu'a priori, il en sait déjà au moins 10% de plus que toi. Donc, de toute façon, j'ai envie. Moi, je trouve que c'est des fausses peurs parce que dans tous les cas, le mec va t'apprendre des choses, quoi. Donc, il faut investir raisonnablement. Et imaginons que le mec te propose une formation à 3 000 €, t'as peur qu'il te raconte des conneries. Bah, normalement, si avant t'as déjà pris une formation à 200, une formation à 500, une formation à 1 000 €, tu vas quand même être capable de voir si déjà tu retrouves des éléments que tu as vus précédemment, tu vois. Voilà. Donc le maître mot, c'est la progressivité. Et je ferai un gros parallèle du coup vers le sport parce que c'est exactement la même chose. L'autre jour, j'ai un élève qui m'a parlé de son projet de marathon. Bon, sans m'en parler, il est parti faire un 20 bornes. Et en fait, quand je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas fait sa séance jambes, il m'a expliqué tout ça, quoi. Donc c'est toujours la même chose en sport. Si vous voulez faire un marathon ou un semi-marathon entre collègues ou je ne sais quoi, il faut toujours commencer petit à petit, étape par étape. Donc tu commences par faire une petite sortie, voilà, tu fais 5 km, petite foulée bras souples, comme on dit. Et puis ensuite, progressivement, tu montes à 10, 15, et tu arrives sur ton marathon, puis surtout, bah, tu t'entoures. Et puis comme tu as dit, tu vois très bien. Si sur les 5 premiers kilomètres, tu vois que tu commences à avoir des crampes, que tu tousses, que tu n'en peux plus, bah voilà, c'est peut-être un indicateur et il ne faut pas que tu grilles les étapes. Donc la progressivité. Top. Et après, est-ce que du coup, de la même façon, tu recommandes de doser ton investissement? C'est-à-dire de d'abord effectivement prendre un programme. Est-ce que, parce que ça peut fonctionner, moi, ce que je dis là pour des formations business, mais est-ce que dans le sport, tu recommandes la même chose? C'est-à-dire d'abord de t'inscrire à un Basic Fit où tu payes 20 € par mois, Carrément. d'apprendre un peu, de voir un peu, et puis de voir très rapidement que tu n'y arrives pas tout seul. Donc tu vas peut-être acheter un programme en ligne à 99 €. Pareil, tu vas apprendre 2-3 trucs, mais tu vas voir que tu n'y arrives pas, et derrière, tu vas prendre peut-être un coach sportif sur un mois, puis après sur 3 mois, puis après sur un an. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, il faut y aller progressivement dans tous les cas. D'abord, comme tu dis, tu t'inscris en salle de sport, donc tu fais un petit investissement. Donc c'est voilà, une centaine d'euros par mois, enfin un peu moins même. Tu vois si tu as la discipline, si tu es capable de tenir la discipline pour prendre un coach. Et puis ensuite, bah, tu commences à prendre un coach sur 1, 2, 3 séances. Et puis pour aller encore plus loin, si tu veux devenir autonome et te former pour être indépendant dans ta pratique sportive, à ce moment-là, tu peux penser à suivre une de mes formations, par exemple, ou de quelqu'un d'autre, mais sur plusieurs centaines d'euros. Et là, c'est vrai que, ouais, de partout, je recommande la progressivité. De toute façon, c'est logique, hein. Tu... C'est comme quelqu'un qui voudrait se lancer dans une perte de poids extrême où il s'imposerait une diète. Bon, bah, si le mec il a jamais fait un jour à la salle ou il n'a pas fait une seule séance de sport, donc déjà le mec il n'a pas la discipline de l'entraînement. L'entraînement c'est aller 2 à 3 fois par semaine. Comment tu veux qu'il ait la discipline sur 2 à 3 repas par jour? Donc en fait tu multiplies les échéances. Donc c'est pareil, avant de vouloir faire une diète et de suivre un plan alimentaire, bouge, fais du sport, impose-toi un rythme à la semaine, donc de 2 à 3 séances de sport par semaine.
Puis ensuite, une fois que tu sais que sur plusieurs mois, tu as tenu la discipline sportive, de l'entraînement, là, ok, on commence à passer dans l'assiette. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je procède avec mes élèves, hein. C'est toujours pareil. Après, il y a des profils plus ou moins expérimentés, et je jauge. Mais en général, les 3 premières semaines, je ne parle pas de diète. Sur 6 mois d'accompagnement à distance, sur les 3 premières semaines, on fait l'entraînement. Et on commence à habituer le corps à une récurrence dans l'effort. Non, c'est top et ça va être la même façon dans le business. Si déjà tu essayes tout de suite de passer une journée par semaine sur le développement de ton entreprise, commercial, développement marketing, alors que tu n'as jamais fait, c'est trop violent. Tu peux pas passer 8 heures par jour sur un ordinateur si tu n'as jamais fait ça. Non, tu commences par 2 heures par semaine. Moi aujourd'hui, mon combat, c'est pour tous les professionnels qui font appel à ma formation, c'est déjà dans un premier temps de passer 2 heures par semaine sur les sujets du digital, du marketing, de la vente. 2 heures par semaine, être régulier là-dessus, puis après, petit à petit, tu augmentes la charge, comme tu dis, comme en sport. Et tu fais exactement pareil. Et du coup, ça te demande de vraiment timer, prioriser ce que tu vas faire, parce qu'en 2 heures, tu peux pas non plus faire 60 000 choses. Et c'est là où ça te force aussi à mettre des priorités dans tes actions. Et je suis là aussi, évidemment, pour leur dire un petit peu quelles sont ces priorités-là. Je vais finir par ce que je disais tout à l'heure à propos d'Oussama Hamar et des conférences que j'écoutais. C'est exactement ce qui s'est passé. Avant de payer une formation à 2 000 euros pour me former sur le marketing, voilà, j'ai appris à me familiariser avec le secteur de la vente en apprenant, déjà en écoutant des histoires. Voilà. Et tu t'imprègnes en fait. Donc c'était ça, hein, c'était voilà, chaque midi j'écoutais un podcast ou une conférence. Et tu comprends pas tout au début, c'est sûr. Mais de toute façon, t'as pas le choix. Je sais que t'as pas le choix, on le sait, t'as pas le choix. T'es obligé de te vendre. Donc voilà, c'est ce que j'avais fait. C'est la progressivité. C'est vraiment la progressivité. Si demain je veux apprendre à me couper les cheveux tout seul, bon, bah voilà, je vais faire attention, je vais y aller progressivement. Je vais m'habituer à avoir la coupe au bol pendant un moment. Je dis n'importe quoi, mais enfin voilà. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que tu as une recommandation cette semaine? Je vais réfléchir. Donne la tienne. Je Ok, vais tout de suite y réfléchir. J'ai pas réfléchi, je t'avoue. très bien. Bah, pendant que tu cherches, je vais broder un petit peu. Et puis voilà, je vais étayer un petit peu l'interview sur laquelle je vais vous orienter. Donc c'est l'interview de Raphaël, enfin c'est plus une discussion sur 3 heures, donc bon, il y a beaucoup de contenu, sur Raphaël Tronchet, qui est un boxeur français, poids lourd, qui opère actuellement sa transition vers le MMA. Donc j'ai trouvé cette démarche plutôt intéressante parce que le dernier que je connais qui a fait ça, c'est Cédric Doumbé. Donc lui, c'était un boxeur pied-point. Raphaël Tronchet, il fait de l'anglaise. Et voilà, il opère sa transition vers le MMA, donc c'est super intéressant. Et en fait, on découvre à travers cette interview un état d'esprit solide et plein de bienveillance. Et donc je conseille je conseille à tous cette interview qui est à écouter par morceaux. Mais voilà, il y a notamment dedans, il parle de l'importance d'être un bon apprenti, de l'importance d'être coachable, de l'importance d'être curieux, à l'écoute. Comment lui, c'est un boxeur qui est curieux, enfin qui est pianiste et il joue beaucoup d'instruments de musique. Donc si tu veux, c'est atypique et ça démontre bien que le mec, voilà, c'est un bon apprenti. Donc et moi, c'est ce que j'essaye d'être. En fait, j'essaye d'être un bon apprenti, c'est-à-dire que dès que je vois quelqu'un qui veut m'apprendre quelque chose, bon, bah, évidemment, il faut que ça me serve dans ma vie, mais je vais être à l'écoute et je vais tâcher d'être un bon apprenti. Donc, je vous conseille cette interview. C'est sur la chaîne Gong.
Ouais, bah, je l'ai pas vu encore, du coup, j'irai la regarder. Bah écoutez, moi je vais faire une reco un peu culture générale, un peu détente, cool. Je vais vous recommander le premier album de rap qui m'a vraiment initié au rap et qui m'a vraiment fait apprécier le rap. Et vraiment, du coup, c'est de la culture générale aussi pour tous ceux qui aiment le rap et qui écoutent beaucoup de rap aujourd'hui. Bah, c'est d'écouter aussi ce qui se faisait avant et de voir un petit peu d'où le mouvement rap est parti, etc. Du coup, je vais vous conseiller l'album. Et d'ailleurs, c'est cet album-là que. Alors, c'est mon cousin, Jean-Philippe, que tu connais, qui m'avait à l'époque conseillé. Pas conseillé, il m'avait gravé. Alors, c'est une autre époque, là, je parle vraiment aux boomers. Et qui m'avait gravé le CD. Et il avait fait. Lui, à l'époque, il faisait un peu de graphe, je pense, tu vois. Et il m'avait tagué dessus le nom de l'album. Est-ce que je peux deviner Est-ce que je peux deviner pour voir un petit peu. Ah, bah oui, jauger notre ouais, complicité. Je pense que c'est notre Sniper. Ça aurait pu être, t'avais soit lui, soit... mais c'est pas grave, du coup, là on va conseiller les deux. Ouais, exactement, Shuriken. Okay. Putain, tu vois, t'as le deuxième choix. Donc Shuriken, l'album Où je vis, qui date de 1998, et qui est juste mythique, quoi. Hein. D'ailleurs, si vous parlez à des gens qui s'y connaissent en rap, ça fait partie, je pense, de leur top album de rap. Et donc Shuriken, qui est un des chanteurs d'IAM. Et donc voilà, Shuriken Où je vis... l'album entier est classique, mais il y a notamment deux classiques dedans. Samouraï, qui est le classique des classiques, et il y a La Lettre aussi, qui est un peu triste, mais qui est vraiment génial. Donc là, vraiment, voilà, culture générale, notamment pour ceux qui écoutent du rap. Où je vis, Shuriken, album de 1998, vous pouvez le trouver sur Spotify. Allez, bah écoute, merci François. Moi j'ai déjà écouté, on l'a écouté ensemble. Moult fois, je le conseille, hein, que de la transmission de valeurs solides, et puis voilà, fidélité, solidité, robustesse. T'as raison, non mais t'as raison, il vient bien illustrer ce podcast, cet album, effectivement. Les valeurs, et puis quand même de la véridité aussi, dès la première chanson, donc ouais, complètement. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, liker surtout, c'est important. Et salut François. Salut Kevin, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.